Les États-Unis ne sont toujours pas satisfaits du niveau de mort et de destruction en Ukraine et encouragent la conscription de jeunes Ukrainiens toujours plus jeunes pour être envoyés comme chair à canon dans le broyeur à viande. Même après une démonstration publique très médiatisée par Vladimir Poutine lui-même pour négocier la paix, les néoconservateurs continuent de rejeter la paix de la table. Ils s'occupent à essayer de discréditer l'interview de Tucker Carlson. Bien qu'il y ait des critiques légitimes à propos de l'interview, dont je parlerai plus tard dans la vidéo, les opportunités qu'elle devrait ouvrir vers des pourparlers de paix ne devraient pas être mal comprises ou sous-estimées. Mais comme toujours, les néoconservateurs préfèrent la guerre par-dessus tout en prétendant être des anges amoureux de la paix. Alors, regardons certaines des dernières réactions dans les médias de l'Ouest collectif pour comprendre comment ils essayent de discréditer tous ces efforts. Allons-y. Le premier vient de ce que j'appelle la Pravda de Washington, parce que le Washington Post est vraiment pire que le New York Times. C'est une véritable porte-voix pour les néoconservateurs au pouvoir. Le 11 février, ils ont écrit que Tucker Carlson a exposé le véritable motif de guerre de Poutine. Attendez, voici ce qui arrive. Le véritable motif de guerre est pour la Russie de posséder l'Ukraine. C'est ce que veut la Russie. Peu importe ce que Poutine a dit dans son discours de 2 heures, cela n'a pas d'importance. Ce qu'il veut réellement, c'est posséder l'Ukraine. Les gens du Washington Post connaissent Poutine. Ils comprennent sa mentalité. Ils voient clair en lui. Ils sont intelligents, pas comme Tucker Carlson, qui croit simplement tout ce que le dirigeant d'un autre pays dit. Les seuls dirigeants que nous, les soi-disant moutons propagandisés, sommes censés croire sont les nôtres, à Washington, Berlin et Paris. Selon ce récit, ces dirigeants ne mentent jamais, tandis que seuls les dirigeants étrangers que nous n'aimons pas le font. Pour les Ukrainiens, qui ont vécu pendant plus de 2 décennies sous le déni par Poutine du droit de l'Ukraine à exister séparément de la Russie, l'interview a provoqué la fureur. Ce sont les mêmes Ukrainiens qui, selon certains, ne sont que des pions dans la machine de propagande de Washington, utilisés comme excuse pour la guerre. Souvenez-vous, pendant 8 longues années, depuis que le conflit a commencé en 2014, puis s'est intensifié en 2022, ce que l'Occident collectif appelle maintenant une invasion à grande échelle, Poutine n'a pas envahi l'est du Donbass. Il n'a même pas reconnu les 2 républiques séparatistes, Lugansk et Donetsk, comme des États indépendants, parce que les accords de Minsk stipulaient que ces territoires resteraient partie intégrante de l'Ukraine, la rendant entière, à l'exception de la Crimée, qui est, faut l'admettre, une exception. Le reste était censé rester uni, ce qui aurait eu beaucoup de sens. Avant 2022, Vladimir Poutine n'avait jamais eu l'intention d'envahir et de causer un tel carnage. C'est un autre mensonge grotesque, ignorant 8 années d'événements politiques. C'était choquant pour certains que les électeurs conservateurs américains puissent croire les mensonges, demi-vérités et distorsions de Poutine. Cela inclut sa revendication de vouloir négocier avec Washington pour mettre fin à la guerre, ce qui signifierait forcer l'Ukraine à céder son territoire. Comme je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo, il y a une panique concernant Poutine apparaissant sur bande, avec plus de 150 millions de personnes aux États-Unis ayant regardé l'interview de Tucker Carlson. Dans celle-ci, plus de 100 millions de personnes ont entendu Poutine suggérer qu'une négociation est possible, ce qui a causé un trouble considérable. Cependant, un article de la Pravda de Washington tente d'inverser complètement tout ce que Poutine a dit, le niant. La prétendue volonté de négocier contraste fortement avec l'insistance de longue date de la Russie sur le fait que seule la capitulation totale de l'Ukraine, incluant une large reddition du territoire occupé, mettra fin à la guerre. Pourtant, nous savons grâce aux accords d'Istanbul que Poutine était plus que prêt à négocier et à explorer les possibilités futures. Nous savons grâce à l'accord de Minsk
qui détaillait des termes et actions spécifiques, que l'Occident a été accusé de ne pas vouloir le mettre en œuvre. Cette accusation ne vient pas de Poutine, mais d'Angela Merkel, François Hollande et Petro Poroshenko eux-mêmes. Ils ont indiqué qu'il n'y avait jamais eu l'intention de respecter l'accord. Cependant, il est important de noter que Vladimir Poutine voulait garder l'Ukraine unie, à l'exception de la Crimée. La Crimée était considérée comme un cas particulier, mais le reste de l'Ukraine était censé rester intact selon le plan original. Lors de l'interview, Poutine a fait plusieurs mauvaises interprétations. Par exemple, il a suggéré que les troupes russes avaient reçu l'ordre de se retirer de la tentative de conquérir Kiev dans le cadre d'un accord de paix, un accord qui aurait été violé par la suite par l'Ukraine. En réalité, les forces russes ont été vaincues et forcées de battre en retraite après avoir subi de lourdes pertes. Il y a une narration à Washington qui dépeint toute retraite russe comme un signe de faiblesse, sans lien avec un véritable soutien aux négociations. Selon cette narration, une retraite est simplement une défaite. Ce type de propagande est flagrant et méprisant, suggérant que quiconque pense autrement est insensé. Une telle propagande est radicalement différente de ce que l'on pourrait attendre d'un journalisme réputé, qui tente généralement de maintenir une apparence d'objectivité et de professionnalisme, contrairement au parti pris manifeste observé dans certains rapports. Le Washington Post a complètement abandonné celui-ci. Poutine a pris juste quelques heures pour transmettre son véritable message. Le véritable message, selon le Washington Post, est « Je dois détruire l'Ukraine parce que je n'ai aucune idée de ce qu'est la Russie ». Timothy Snyder, un historien de Yale qui a beaucoup écrit sur l'Ukraine et l'Europe de l'Est, a publié sur X. Timothy Snyder est l'un de ceux qui ont mené une campagne de bellicisme contre la Russie depuis le début. Il était heureux lorsque la guerre a finalement commencé, parce que cela signifiait envoyer des tonnes d'armements américains pour tuer autant de Russes que possible. Donc, selon Timothy Snyder, Vladimir Poutine veut détruire l'Ukraine parce qu'il ne comprend pas son propre pays, qu'il dirige en tant que président. Ces gens sont incroyablement délirants. Et bien sûr, l'article se termine en disant que Tucker Carlson diffuse un flot d'idiotie, de mensonges et d'hérésie. L'ancien premier ministre ukrainien, Yatsenyuk, a dit que la liberté de parole et la liberté de mentir ne devraient pas être confondues. Il a averti le public américain en disant « Vous devez maîtriser votre peuple. S'il continue à dire des choses que nous n'aimons pas, alors nous prendrons des mesures contre cela. » À présent, nous savons que Tucker Carlson figure sur l'une des listes de frappes ukrainiennes qui marquent les ennemis de l'État, essentiellement des listes de morts. Donc cet article est vraiment quelque chose. Mais les autres également. Donc, c'est le pire. Mais également dans The Guardian, nous avons le consensus qui émerge maintenant en Occident sur la manière de présenter cette interview. Cela leur a pris un jour ou deux, mais maintenant, ils semblent avoir trouvé la clé. The Guardian rapporte que Poutine dit à Tucker Carlson que les États-Unis doivent arrêter de fournir des armes à l'Ukraine. Cet article se concentre sur le fait que Vladimir Poutine n'aime pas que l'Occident fournisse des armes. Par conséquent, la manière de présenter les choses est que nous devons envoyer plus d'armes, parce que c'est ce que Poutine n'aime pas. L'interview avec Tucker Carlson a marqué un nouveau niveau d'infamie pour Carlson. Ce n'est même pas une citation de quelqu'un. C'est le journaliste actuel, Adam Gambott, et Andrew Roth étant très objectifs sur les choses. Ils l'ont décrit comme une interview décousue et un nouveau niveau d'infamie. Le message de la Russie aux États-Unis, selon Poutine, est que si vous voulez vraiment arrêter de combattre, vous devez arrêter de fournir des armes. Cela sera terminé en quelques semaines, ce qui est exactement vrai. Mais le point est, il a également dit que nous devons négocier. Il comprend que cela ne peut pas être réalisé de manière unilatérale et que vous avez réellement besoin d'un processus qui mène à cela. C'est quelque chose de très clair dans l'interview de Poutine. Cet homme pense en processus parce qu'il a été impliqué dans des processus politiques au cours des 30 dernières années, tout le temps, à différents niveaux.
the entire time on different levels, right? Of course, they quote. Bien sûr, il cite Hillary Clinton, qui a dit que Carlson était un idiot utile. Et parce que Hillary Clinton l'a dit, cela doit être vrai, n'est-ce pas? Parce que Hillary Clinton ne dirait jamais rien d'inexact. Jamais. Mais les journalistes russes ont déjà fait face à de longues peines de prison pour leur travail et pour avoir irrité les alliés et amis de Poutine. Puis, bien sûr, vous répliquez et dites « D'accord, Vladimir Poutine est horrible avec ses propres journalistes. Donc la seule raison pour laquelle il donne une interview à un journaliste américain est parce qu'il veut diffuser de la propagande. Et c'est effectivement vrai. Nous ne devons pas nous méprendre. Vladimir Poutine utilise cette chance pour faire un peu de contre-propagande également. Mais encore une fois, tout est propagande de nos jours. Le Washington Post est de la propagande. Ceci est de la propagande. Donc nous, en tant que citoyens éduqués et spectateurs de cette propagande, prenons cette propagande et cette autre propagande, les comparons, et ensuite essayons de comprendre ce qui se passe réellement. Nous essayons de nous faire une idée sur quel cours d'action est le meilleur. Tout est propagande. Donc le fait que Vladimir Poutine emprisonne des journalistes dans son propre pays, ce qu'il fait, n'a rien à voir avec cette interview ici. Rien. C'est juste de la fumée là-bas pour discréditer ce qui vient d'être dit. Et vous savez, la chose triste, c'est que les néoconservateurs utilisent réellement ce moment pour renforcer davantage le soutien à la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Si nous allons au New York Times, l'article ne parle pas de l'interview de Tucker Carlson, mais d'autres choses qui se passent politiquement. Maintenant, nous sommes de nouveau dans le processus, n'est-ce pas? Le processus de fabrication du consentement pour la guerre, que les néocons doivent intensifier, parce que l'interview de Tucker Carlson va un peu à l'encontre de cela. L'Ukraine, bien sûr, a ce problème qu'elle est en train de perdre. Je veux dire, l'Occident n'admet toujours pas que l'Ukraine est vraiment en train de perdre. Tout le monde parle d'une impasse, mais l'Ukraine est repoussée et elle ne reçoit même plus le soutien financier des États-Unis. Peut-être que cela viendra un peu plus tard, mais pour le moment, il semble que seuls les Européens fournissent un peu plus de financement. Et sur le champ de bataille, ça ne va pas bien. Donc, surtout ce problème qu'ils n'ont pas assez de personnes. Le Washington New York Times écrit alors « Manquant de soldats, l'Ukraine débat de comment trouver la prochaine vague de troupes. Une expansion potentielle de la conscription militaire du pays pour reconstituer une armée épuisée et battue est devenue un sujet émotionnel, politiquement chargé. Il rapporte donc ce problème qu'à l'intérieur de l'Ukraine, il n'y a plus un consensus clair sur qui devrait être jeté dans la mêlée. Et bien sûr, comme toujours, le New York Times le présente comme s'il était vraiment nécessaire que nous envoyions plus de personnes. Dans une semaine tumultueuse pour l'effort de guerre de l'Ukraine, le général Valery Soluzny a dû se retirer. Le soutien du plus grand fournisseur d'armes et de munitions du pays, les États-Unis, était remis en question au Congrès. Oui, c'est ce qui s'est passé. Alors que l'Ukraine dépend de ses alliés pour l'armement, le renouvellement de ses rangs est un défi domestique. Cela est dû au fait que l'Occident collectif a clairement indiqué qu'il n'était pas prêt à sacrifier ses propres fils et filles. Ils veulent seulement que les fils et filles ukrainiens meurent. L'Occident collectif a besoin que l'Ukraine pousse plus de personnes à mourir pour tuer encore quelques Russes. Et c'est quelque chose que nous devons tous maintenant soutenir dans l'Occident collectif. Allez l'Ukraine, tuez plus de Russes. Et si cela coûte plus de vies ukrainiennes, alors soit parce que le dernier Ukrainien n'est pas encore mort. De petites manifestations ont éclaté en opposition aux propositions du Parlement visant à étendre la conscription pour inclure les jeunes hommes. Mais jusqu'à présent, les législateurs ont traîné des pieds sur la mesure. Il s'avère que jusqu'à maintenant, le projet de loi stipulait que seules les personnes âgées de 27 ans ou plus devaient servir dans l'armée ukrainienne. Si vous aviez moins de 27 ans, alors la conscription ne s'appliquait pas encore, et ils veulent abaisser cet âge à 25 ans.
Et c'est évidemment horrible, car, comme l'admet l'article, quiconque doit aller au front est confronté à des scènes atroces. C'est absolument horrible. C'est comme la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale. Même en Ukraine, il n'y a pas de consensus sur le fait que cela devrait arriver. Actuellement, l'Ukraine recrute des hommes âgés de 27 à 60 ans sous la loi martiale. Tous les hommes âgés de 18 à 60 ans ont interdiction de quitter le pays, du moins jusqu'à ce que la décision de les recruter soit prise. Cela signifie qu'il y a encore des personnes entre 18 et 27 ans qui pourraient être recrutées et qui sont mises de côté. Imaginez comme c'est fou que nous ne poussions pas pour un règlement pacifique. L'article admet que les jeunes générations en Ukraine sont assez petites parce que dans les années 1990, il y avait moins d'enfants nés. C'était parce que, économiquement, tant l'Ukraine que la Russie se portaient mal, alors qu'elles subissaient des changements et des ajustements néolibéraux après la fin de la guerre froide. Ce qui se passait était essentiellement le pillage de l'État, conduisant à l'émergence de quelques oligarques et de nombreux étrangers avec beaucoup d'argent. L'Ukraine et la Russie ont été pillées. Cela a conduit à une diminution de l'espérance de vie et des taux de natalité. Maintenant, il y a une pression pour envoyer cette génération déjà petite, incluant à la fois les hommes et possiblement les femmes, mourir dans les tranchées pour soutenir le projet Ukraine. Regardez comme ces cimetières sont horribles. C'est énorme. Nous ne savons toujours pas exactement combien d'Ukrainiens sont morts. C'est un chiffre que les Ukrainiens et l'Occident collectif devraient avoir, parce que c'est quelque chose qui devrait être suivi, mais qui n'est jamais publié. Nous, le public propagandé, ne sommes pas censés savoir à quel point le carnage a été terrible du côté ukrainien. Pour les hommes éligibles à la conscription, la guerre est une perspective effrayante. Oui, bien sûr, c'est le cas. Ainsi, abaisser l'âge de la conscription apporterait plus de soldats en forme et en bonne santé au combat, mais pose des risques à long terme pour le maintien de la population de l'Ukraine, compte tenu de la démographie du pays. Ce n'est pas bien d'amener plus de jeunes dans la guerre. C'est absolument horrible. Un jeune homme qui a probablement 10 ans de moins que moi et qui joue avec son fils ne devrait pas avoir à aller saigner à mort dans une tranchée. Si nous avons l'option de mettre fin à la guerre, nous devrions la prendre. Pour apaiser les préoccupations des hommes qui sont appelés et qui veulent avoir des enfants, le Parlement envisage un projet de loi pour payer les frais médicaux des soldats qui souhaitent congeler leur sperme. Cela permettrait à leurs partenaires de devenir enceintes s'ils meurent au combat. Voilà à quel point c'est insensé. C'est là où nous en sommes. Saint Jésus, et je suis athée, mais c'est de la folie. C'est juste de la folie. Donc tout cela se passe, cet encouragement à encore plus de guerre, alors que nous avons une offre de négociation sur la table. Maintenant, j'ai dit au début qu'il y a une critique réelle et juste de l'interview de Tucker Carlson, et je vais vous dire ceci. Ben Norton, que vous voyez ici, a donné une très bonne explication de pourquoi l'interview de Tucker Carlson n'est en fait pas principalement préoccupé par la paix, mais par le déplacement de l'attention de la guerre impériale des États-Unis, de la Russie vers la Chine. Et c'est vrai. Je crois que Ben Norton a tout à fait raison sur ce point. Je vais lier sa vidéo ici et je vous recommande de la regarder. Le point est que Tucker Carlson n'est pas réellement une colombe qui veut juste que les États-Unis se retirent de tout, mais plutôt quelqu'un qui préférerait concentrer les États-Unis sur la Chine. Et il y a plusieurs autres, y compris Donald Trump, qui l'ont dit. Bien que je ne sois pas entièrement sûr que cela soit encore vrai. Ben Norton donne beaucoup d'exemples du passé sur la manière dont Tucker Carlson parlait de la Chine. Je ne suis pas entièrement sûr que ce soit encore sa position. Il en va de même pour Donald Trump. Donald Trump était et est un faucon envers la Chine. Mais il a aussi rencontré ces gens. Et il n'a pas déclenché de guerre, vous savez, comparé à Joe Biden et Vladimir Poutine envers la Russie, n'est-ce pas?
Vladimir Putin toward Russia, right? So I'm not entirely sure if that still holds true, but it is the case. Je ne suis pas entièrement sûr que cela soit toujours vrai, mais il semble que des personnes comme Tucker Carlson préfèrent utiliser l'armée américaine à des fins et pour des objectifs différents. C'est pourquoi il est exact de dire qu'il ne veut pas la guerre avec la Russie, mais qu'il est ouvert au conflit avec d'autres, en particulier en Amérique latine. Tucker Carlson semble être impérialiste, avec ses propres idées sur la manière dont les États-Unis devraient utiliser leur pouvoir pour maintenir et étendre leur influence. Cette critique semble valide. Cependant, il est également vrai que lors de son interview, Carlson a souligné l'importance de la paix avec la Russie. Il a suggéré que pour éviter la guerre avec la Chine, les États-Unis ne devraient pas s'engager dans une guerre avec la Russie. Cela implique qu'une coexistence pacifique entre les États-Unis, la Russie et la Chine est possible et souhaitable. Ces superpuissances devraient être capables de se développer côte à côte, permettant au monde de vivre en paix. L'interview de Carlson suggère que nous, le public, devrions faire pression sur nos dirigeants pour commencer les négociations, en commençant par l'accord d'Istanbul. Cela ne serait pas la solution finale, mais il est essentiel de commencer le processus. Nous savons que la Russie est prête à négocier et les États-Unis et l'Ukraine pourraient également participer s'ils le décident. Par conséquent, il est crucial d'initier des efforts diplomatiques pour négocier l'avenir de la paix en Europe. Diplomats to seriously negotiate the future of a peace in Europe.